C'est à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui vous demandent d'être un héros, un conquérant, un grand stratège, ou encore le dirigeant d'un empire. Et il y a Loaf. Dans Loaf, vous incarnez simplement l'employé d'une boulangerie française. Un employé qui, soyons honnêtes, n'est pas vraiment passionné par son travail. Votre objectif n'est pas d'être le meilleur boulanger de l'année, votre objectif est surtout d'être payé. Et si possible, en travaillant le moins possible. Mais évidemment, les choses ne sont jamais aussi simples. Parce que même si chacun cherche à préserver ses propres intérêts, les commandes, elles, doivent tout de même être honorées. Si l'équipe ne produit pas suffisamment de pain, les patrons vont vite commencer à s'énerver. Et lorsque leur mécontentement s'accumule, certains employés risquent même de perdre leur place. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec Loaf, c'est ce conflit permanent entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. À chaque manche, tout le monde participe à une commande commune. Les joueurs doivent atteindre un certain niveau de travail pour satisfaire le patron. Mais dans le même temps, chacun essaie de conserver ses meilleures cartes, puisqu'elles rapporteront des points en fin de partie. Du coup, on se retrouve constamment avec des choix assez amusants. Est-ce que je joue une grosse valeur pour être sûr que la commande soit réussie? Est-ce que je fais confiance aux autres pour fournir l'effort à ma place? Est-ce que quelqu'un autour de la table est en train de profiter discrètement du travail des autres? Et surtout, est-ce que tout le monde dit la vérité lorsqu'on discute des cartes qu'on va jouer? Parce que oui, dans le jeu, les échanges entre joueurs occupent une place importante. On négocie, on promet, on essaie de rassurer les autres, on essaie de lire les intentions de chacun. Mais au moment de révéler les cartes, il n'y a aucune obligation de respecter ce qui a été dit quelques secondes plus tôt. Cette petite dose d'incertitude est au centre de l'expérience de jeu. Ajoutez à cela un système de réputation qui récompense parfois les plus gros efforts, mais qui peut aussi sanctionner ceux qui mettent l'équipe en difficulté. Et vous obtenez un jeu qui paraît simple dans ses règles, mais qui génère beaucoup de discussions et de tensions autour de la table. Publié par Wolfhorn Games, imaginé par Bart de Jong et illustré par Zajon Kemper, Loaf est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties de 20 à 30 minutes. Un format particulièrement rapide qui met l'accent sur les interactions entre joueurs, la prise de risque et la gestion de cette réputation qui pourrait bien faire toute la différence lorsque les patrons commencent à perdre leur calme. Voyons maintenant exactement comment se joue le jeu et comment il se met en place. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Dans cette vidéo, nous allons commencer par découvrir le matériel et la mise en place afin de voir comment une partie se prépare. Nous prendrons ensuite le temps de détailler le déroulement d'une manche, le fonctionnement de la réputation, les cartes d'évaluation, ainsi que les différentes façons dont elles vont influencer la partie au fil des commandes réussies ou échouées. Nous verrons également les effets avancés, ainsi que les conditions de fin de partie et le décompte des points, afin que vous puissiez avoir une vision complète du jeu. Et comme d'habitude, une fois la règle terminée, je vous retrouverai pour mon avis sur l'expérience proposée par Loaf, les sensations qu'il procure autour de la table, ses choix de conception et le public avec lequel il me semble fonctionner le mieux. Installez-vous confortablement et commençons tout ça. Bienvenue dans Loaf. Dans ce jeu, vous incarnez un employé de boulangerie française appelé Loaf. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre, vous n'êtes pas particulièrement passionné par votre travail. Votre objectif est simple, être payé tout en fournissant le moins d'efforts possible. Le problème, c'est que vous avez malgré tout des objectifs à atteindre. Et surtout, si l'équipe dans son ensemble ne produit pas suffisamment de pain, les patrons ne seront pas contents. Vous avez donc tout intérêt à éviter une mauvaise réputation, car elle pourrait finir par vous coûter votre emploi. Voyons maintenant le matériel du jeu. Chaque joueur dispose de 12 cartes travail de sa couleur, numérotées de 0 à 11. Chaque joueur a également un meeple boulanger, de la même couleur. Il y a des cartes rondes. Les cartes de base sont recto verso, avec une phase commande et une phase d'évaluation. Les cartes avancées sont également incluses, et vous les reconnaîtrez avec l'icône de croissant qui est indiquée ici. Enfin, le jeu contient un plateau réputation ainsi que 2 cartes patron. Pour la mise en place, commencez par placer le réputation au centre de la zone de jeu. Placez ensuite les 2 cartes patron à proximité. Chaque joueur choisit une couleur. Il prend les 12 cartes travail, ainsi que le meeple du boulanger de la même couleur. Les cartes sont prises en main. Placez ensuite chaque meeple sur la case 0 du plateau réputation. Passons maintenant à l'objectif de la partie et son déroulement. Dans Loaf, votre objectif est de terminer la partie avec le plus de points possible, tout en évitant de vous faire renvoyer. La principale source de points provient des cartes travail que vous n'aurez pas jouées. À la fin de la partie, chaque carte encore présente dans votre main vaut un nombre de points égal à sa valeur. Une partie se déroule sur une série de manches. Selon les résultats obtenus par le groupe, la partie durera entre 5 et 9 manches. À chaque manche, tous les joueurs choisissent simultanément une carte travail de leur main pour contribuer à un objectif commun indiqué par la carte en cours. Une fois les cartes révélées, les valeurs ajoutées par l'ensemble des joueurs sont additionnées. Le total obtenu est alors comparé à la commande indiquée sur la carte, afin de déterminer si la manche est réussie ou échouée. Chaque réussite ou échec a des conséquences. D'une part, au moins un joueur gagne ou perd de réputation auprès des patrons. D'autre part, l'effet indiqué sur la carte évaluation de la carte ronde est appliqué. Cet effet peut concerner certains joueurs directement ou modifier une règle du jeu pour les manches suivantes. La partie continue ainsi de manche en manche jusqu'à ce qu'un des 2 seuils soit atteint. La partie prend fin dès qu'il y a eu un total de 5 manches réussies ou un total de 5 manches échouées. On passera alors au décompte final.
Chaque joueur additionne les points provenant des cartes travail qu'il possède encore en main. Chaque carte rapporte un nombre de points égal à sa valeur. Des points bonus peuvent également être gagnés grâce à une réputation positive ainsi qu'à certaines cartes. Le joueur qui totalise le plus de points remporte donc la partie. Attention toutefois, si la partie se termine parce que le groupe a accumulé 5 manches échouées, tous les joueurs ayant une réputation négative sont éliminés avant le décompte des points. Avant de voir le déroulement détaillé d'une manche, prenons un moment pour comprendre le rôle des cartes rondes. Chaque carte possède 2 faces. Une face commande et une face évaluation. À chaque manche, 2 cartes sont utilisées simultanément. Une carte sert de commande pour la manche en cours, tandis qu'une autre sert d'évaluation. Commençons par la face commande. Cette face indique la quantité totale de travail que les joueurs doivent fournir pendant la manche. L'objectif est présenté de 2 façons. Vous y trouverez d'abord, ici, une valeur moyenne de travail par joueur, mais également le total à atteindre en fonction du nombre de participants. Cette valeur moyenne par joueur n'est pas seulement indicative, elle est également utilisée lors des ajustements de réputation qui interviennent pendant la manche. Passons maintenant à la phase évaluation. Chaque carte évaluation présente 2 effets possibles, comme vous le voyez ici. Toutefois, un seul de ces effets sera activé à la fin de la manche. L'icône affichée en haut de l'effet indique dans quelle situation il s'active, soit lorsque la manche est réussie, soit lorsque la manche est échouée. La zone d'effet montre ensuite ce qui se produit lorsque cet effet est déclenché. La signification précise des différentes icônes est détaillée sur les cartes références. Certaines cartes possèdent également une icône spécifique sur leur face évaluation, à cet endroit-là. Ce sont les cartes avancées. Ces cartes proposent des effets plus variés et plus élaborés que les cartes de base. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas les utiliser lors de votre première partie. Passons maintenant à la structure d'une manche. Dans l'offre, tout se joue simultanément. Il n'y a ni premier joueur, ni ordre de tour. Chaque manche commence de la même façon. Vous prenez la carte située au sommet du paquet, ici. Cette carte devient la carte évaluation de la manche en cours, comme ceci. La carte qui se trouve maintenant au sommet devient alors la carte commande de cette même manche. Une fois la carte évaluation et la carte commande déterminées, chaque joueur choisit une carte travail de sa main et la joue face cachée devant lui, comme ceci. Lorsque tout le monde en fait son choix, les cartes sont révélées simultanément. Lorsque tout le monde a fait son choix, les cartes sont révélées simultanément, comme ceci. Additionnez alors la valeur de toutes les cartes de travail jouées et comparez ce total à la valeur demandée par la carte commande. 2 situations sont possibles. Si le total obtenu est égal ou supérieur à la valeur demandée, la manche est réussie, les patrons sont satisfaits. Dans ce cas, le ou les joueurs ayant joué la carte de travail la plus élevée augmentent leur réputation. La quantité de réputation gagnée correspond à la différence entre la valeur de leur carte de travail et la valeur moyenne par joueur indiquée sur la carte. Prenons un exemple. La commande demande une moyenne de 5 par joueur. Un joueur a joué un 6, un autre joueur un 7, et finalement le troisième un 4. La valeur la plus élevée est donc le 7. La différence entre la moyenne demandée et sa carte est de 2. Il augmente donc sa réputation de 2. A l'inverse, si le total des cartes jouées est inférieur à la valeur demandée, la manche est échouée, les patrons sont déçus. Dans ce cas, le ou les joueurs ayant joué la carte de travail la plus faible perdent la réputation. La quantité de réputation perdue correspond à la différence entre la valeur de leur carte de travail et la valeur moyenne indiquée sur la carte commande. Une fois le résultat de la manche est terminé, prenez la carte évaluation, utilisée pour cette manche, et placez-la sous la carte patron correspondant. Si la manche a réussi, sous le patron comptant. Si la manche a échoué, sous le patron fâché. Glissez la carte sous la carte patron de manière à ne laisser visible que la partie correspondant à l'effet de réussite ou l'effet d'échec. C'est-à-dire que, comme ceci. Donc là, vu qu'on avait réussi, on placerait la carte comme cela. Si la carte possède un effet direct, résolvez-le immédiatement. Une fois l'effet résolu, chaque joueur défausse face cachée la carte de travail qu'il a jouée dans sa propre pile de défausse. Donc toutes les cartes rejoignent une pile de défausse face cachée. Ensuite, vous vérifiez les rangées de cartes placées sous les patrons. Si l'une des 2 rangées contient 5 cartes, la partie prend fin. Dans le cas contraire, une nouvelle manche commence en suivant exactement la même procédure. Il est possible de discuter, de négocier avec les autres joueurs avant de choisir une carte. En revanche, aucun accord n'est contraignant. De plus, les joueurs ne peuvent jamais échanger de carte de travail ni de réputation. Parlons maintenant de la réputation. Lorsqu'elle augmente ou diminue, déplacez votre meeple du nombre de cases indiquées sur la piste. Si votre meeple atteint la case 10 en montant, elle s'arrête immédiatement. Vous ne pouvez plus gagner davantage de réputation. De la même façon, si vous arrivez à moins 10, vous ne pouvez pas en perdre davantage. La partie s'arrête dès que l'une des 2 cartes patron possède 5 cartes évaluation placées en dessous d'elle. Le patron qui déclenche la fin de partie a une importance particulière, car il détermine les conditions du décompte final. Si c'est le patron fâché qui a atteint 5 cartes, tous les joueurs dont la réputation est inférieure à 0 sont renvoyés.
Les joueurs envoyés ne participent pas au comptage des points et ne peuvent pas remporter la partie. En revanche, si c'est le patron comptant qui atteint 5 cartes, aucun joueur n'est renvoyé et tout le monde participe au décompte final. Une fois les éventuels renvois effectués, les joueurs, encore en jeu, calculent leur score. Commencez par additionner la valeur de toutes les cartes travail encore présentes dans votre main, donc celles que vous avez encore en main. Ajoutez ensuite les points bonus accordés par votre réputation, si celle-ci est positive. Une réputation négative ne fait jamais perdre de points. Ajoutez ensuite tous les bonus au malus provenant des cartes évaluation active. Cette étape concerne uniquement les parties jouées avec les cartes rondes avancées. Une fois tous les points comptabilisés, le joueur possédant le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, parmi les joueurs à égalité, celui qui possède la réputation la plus basse est déclaré vainqueur. Si l'égalité persiste, les joueurs concernés partagent la victoire. Et dans le cas où tous les joueurs ont été renvoyés, il n'y a simplement aucun vainqueur. Les points que vous rapporte votre réputation sont indiqués ici. Passons maintenant aux différents effets des cartes. Commençons par cet effet. Cela vise le player avec le plus de réputation, qui gagnera donc ceci. Ici, le player avec le moins de réputation. Ici, tous les joueurs avec une bonne réputation, 0 ou plus. Tous les joueurs avec une mauvaise réputation, en dessous de 0, augmentent leur réputation 2, diminuent leur réputation 2. Tous les joueurs avec exactement 0 de réputation. Défaussez une carte de votre main. Prenez la carte dans votre défausse de la plus basse valeur. Ici, reprendre la carte que vous avez jouée dans votre main. Puis, défausser une carte plus faible que celle jouée. Donc là, de moins 3. Et ici, c'est la même chose, sauf que vous défaussez une carte avec plus 3. Ici, des points bonus en fin de partie. Ici, des points négatifs en fin de partie. Ici, tous les points sont doublés à la fin du jeu. Tous les points des cartes avancées. Ici, tous les points négatifs sont doublés à la fin du jeu. Ici, si cette commande réussit, elle compte pour 2 commandes réussies. Et celle-ci, si cette commande est échouée, elle compte pour 2 commandes échouées. Avant de passer à mon avis sur l'offre, si vous aimez ce genre de contenu autour des jeux de société, vous pouvez soutenir la chaîne avec un abonnement, avec un commentaire, en likant la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur les expériences de jeu, voir comment certaines mécaniques ont fonctionné autour de vos tables, et cela contribue aussi à faire vivre les échanges entre passionnés. De mon côté, je vais maintenant vous partager ce que j'ai pensé de l'expérience proposée par l'offre après mes parties. Ce que j'apprécie beaucoup dans l'offre, c'est que le jeu arrive à créer une tension collective avec quelques règles très simples. Sur le papier, le principe est très accessible. Chaque joueur choisit une carte de sa main, puis tout le monde la révèle simultanément. Et on regarde si le groupe a atteint l'objectif demandé. Pourtant, derrière cette mécanique assez épurée, il y a rapidement beaucoup plus de réflexion que ce qu'on pourrait l'imaginer. Toute la saveur du jeu vient du fait que les joueurs suivent 2 objectifs qui ne vont pas forcément dans le même sens. D'un côté, il faut que l'équipe produise suffisamment de travail pour satisfaire les patrons. De l'autre, chaque joueur essaie de conserver ses meilleures cartes, puisque ce sont elles qui rapporteront des points en fin de partie. Et c'est ce tiraillement permanent qui donne toute son identité au jeu. À chaque manche, on se retrouve à demander jusqu'où on est prêt à aider le groupe. Est-ce qu'on est prêt à jouer une valeur élevée pour réussir la commande? Ou est-ce qu'on essaie de conserver ses grosses cartes pour le décompte final? Et comme tout le monde se pose la même question au même moment, on est constamment dans la lecture des intentions des autres. J'aime aussi beaucoup la manière dont la réputation est intégrée au système. La réputation n'est pas simplement une piste de score secondaire. Elle devient un véritable outil de pression tout au long de la partie. Les joueurs qui prennent trop de risques peuvent perdre leur réputation en cas d'échec, tandis que ceux qui fournissent le plus gros effort, lors d'une réussite, peuvent être récompensés. Cela crée une dynamique très intéressante, où on essaie parfois d'en faire juste assez pour éviter des ennuis, sans forcément être celui qui travaille le plus. Le thème est d'ailleurs bien retranscrit avec les mécaniques. On incarne des employés qui essaient de faire le minimum d'efforts, tout en évitant de se faire remarquer négativement par les patrons. Cette idée se retrouve directement dans les choix que le jeu nous demande de faire. On cherche constamment l'équilibre entre contribuer au succès et préserver ses petits intérêts. Autour de la table, cela génère beaucoup de discussions. Les joueurs peuvent négocier, promettre des choses, ou tenter de rassurer les autres sur ce qu'ils vont jouer. Mais comme aucun accord n'est contraignant, le doute lui reste toujours présent. On peut annoncer une intention et finalement faire totalement autre chose. Cette liberté entretient une ambiance assez amusante, où la confiance et la méfiance coexistent en permanence. Le rythme est également l'un des points forts du jeu. Les tours sont extrêmement rapides et tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas d'ordre de tour à respecter et les résolutions sont immédiates. Cela évite les temps morts et maintient les joueurs impliqués en permanence. La durée variable de la partie participe également à cette tension. Comme la partie se termine après 5 réussites ou 5 échecs, chaque manche compte réellement. On sent progressivement la tension monter à mesure qu'une des 2 colonnes se rapproche de la fin. J'apprécie également que la condition de défaite liée à la réputation négative ne soit pas présente à chaque partie. Elle devient particulièrement menaçante quand le patron fâché approche les 5 cartes. À ce moment-là, les joueurs ayant une mauvaise réputation commencent à regarder la piste avec beaucoup plus d'inquiétude, ce qui entraîne une couche de décision supplémentaire. Concernant l'accessibilité, le jeu est très simple à prendre en main. Les règles fondamentales sont très simples à expliquer. Choisir une carte, comparer un total, ajuster la réputation, appliquer un effet. Les nouveaux joueurs comprennent rapidement ce qu'il faut faire. En revanche, les décisions deviennent de plus en plus intéressantes au fil et à mesure de la partie parce que les mains diminuent, que les cartes déjà jouées sont connues de leurs propriétaires et que la situation sur la piste de réputation évolue constamment. Les cartes avancées, elles, amènent davantage de variété.
Elles ajoutent de nouveaux effets, des modifications de fin de partie, et des situations qui renouvellent le jeu sans changer le système. On conserve donc la même base en l'enrichissant. Pour la rejouabilité, ce sont justement ces cartes et les différentes configurations de réputation qui jouent le rôle principal. Même si le système reste volontairement épuré, les effets, eux, viennent modifier les priorités des joueurs et peuvent pousser la table à adopter des comportements totalement différents d'une partie à l'autre. À mon sens, le jeu fonctionnera particulièrement bien avec les groupes qui aiment les jeux de déduction légers, de négociation et de lecture des intentions adverses. Une partie du plaisir vient des discussions autour de la table, des promesses plus ou moins crédibles et des tentatives pour deviner ce que les autres vont réellement jouer. Une partie importante du jeu repose sur les choix simultanés entre participants et sur l'incertitude qui en découle. Au final, ce que je retiens de Loaf, c'est sa capacité à créer des dilemmes très intéressants avec très peu de règles. Le système est facile à comprendre, les tours sont rapides, les interactions permanentes et la réputation apportent une pression constante tout au long de la partie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.